Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une formation sur les pervers narcissiques. Je vois que on n'est pas encore très nombreux. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir du retard. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une formation sur cette thématique. Je sais que c'est une thématique qui est douloureuse, mais c'est indispensable du coup d'être bien défendu, de connaître ses droits, ses obligations. Et on va revenir aujourd'hui finalement dans cette présentation sur tout le parcours de la prise de conscience à la défense, parce que en fait, avant de pouvoir se défendre juridiquement, vous avez toute une première période qui est très compliquée en termes de prise de conscience, en termes de quelle manière est-ce que je dois réagir face aux violences psychologiques. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait, toute cette première période, en fait, c'est celle qui finalement va vous permettre d'obtenir un bon dossier par la suite pour gagner en justice. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'insister dessus. Juste pour que vous le sachiez, donc vous avez un chat au cours duquel vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Dites-moi d'abord si vous voulez bien en commentaire, si vous m'entendez bien, si le micro est assez fort, parce que j'ai plusieurs possibilités de réglage. Sachez que j'ai vraiment prévu un temps de questions-réponses, donc vraiment super son et image. Parfait. Bonsoir Anso. Vraiment, vous en profitez pour me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, bah, écoutez, c'est parti, on commence. Alors, bonsoir Sarah. Vraiment, donc vous me coupez au fur et à mesure si vous avez des questions. Moi, j'ai mon cours là en parallèle que je vais essayer de suivre pas à pas. Et vraiment, vous n'hésitez pas à poser des questions. Le son est un peu fort. Ok, alors je l'éloigne un petit peu et ça devrait peut-être être mieux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis avocate au barreau de Paris, médiatrice en droit de la famille et je voulais vous dire aussi quelque chose d'important, c'est que je suis maman, que j'ai été mariée et que je suis en cours de procédure de divorce. Je suis avocate depuis 2015 et j'exerce en droit de la famille depuis quasiment toujours. Je voulais vous expliquer mon parcours parce que du coup, vous allez comprendre pourquoi je me suis spécialisée finalement dans tout ce qui est violence psychologique. Je me suis formée à la médiation, en fait, et à toutes les techniques de communication non violente parce que j'avais compris en tant qu'avocate que mon métier, en fait, c'était de vivre dans le conflit. Et quand on vit dans le conflit, il y a quelque chose, en quelque sorte, de décevant à s'apercevoir qu'on vit dedans parce qu'on voudrait aider davantage les gens. Parce qu'en tant qu'avocat, on sait déjà comment ça va finir la plupart du temps une procédure. On a quelques doutes parfois, mais globalement, on sait ce qui va se passer. Donc, je sentais que j'allais être utile pour les personnes en tant qu'avocate, mais je sentais que cette aide d'avocate était insuffisante et c'est pour ça que j'ai senti que j'avais besoin de changer ma vision du conflit pour changer le rapport des personnes également à ce conflit. En tout cas, c'était mon objectif. Lorsque je me suis intéressée à la médiation, donc en parallèle, je me suis intéressée à la médiation en parallèle, et en parallèle, j'ai décidé de faire, moi, ce qu'on appelle une psychothérapie. Et c'est dans ce contexte, de formation non seulement à la médiation, mais également la découverte de tout ce qui est psychologie, psychothérapie, de m'intéresser à toutes ces méthodes de compréhension de la personne humaine, de toutes ces techniques d'empathie, d'écoute des besoins, de connexion à ses émotions, d'écoute de son corps, que en fait, j'ai pris conscience, moi également, en tant qu'avocate en droit de la famille, que finalement, c'était possible aussi, quelles que soient ses études, quel que soit le niveau de revenu, quel que soit l'endroit d'où on vient, que, en tant que femme, malgré cette apparence, d'éducation, on pouvait également tomber dans des violences. Et je me suis dit, comment c'est possible que une personne comme moi, vous voyez, bac plus 8, je me fasse avoir sur quelque chose d'aussi grave. Et en fait, j'ai pris conscience au fur et à mesure, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aider les personnes, j'ai pris conscience que la notion d'emprise était quelque chose de tellement diffus, de tellement imperceptible pour l'entourage, de tellement complexe à exprimer, à transmettre et à mettre des mots dessus, que je me suis dit, bon, maintenant, en fait, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai réussi à m'en sortir. Non seulement j'ai une expérience personnelle, mais j'ai également un savoir théorique d'avocat, mais également dans mes formations et dans tout l'intérêt que je peux avoir en psychologie.
Et donc, en fait, c'est ce mélange des deux qui fait l'originalité, finalement, mélange des trois qui fait finalement l'originalité de notre approche. Parce que ce que j'ai compris, c'est que cette prise de conscience, eh ben, tout le monde ne l'avait pas. Ce savoir, tout le monde ne l'avait pas et j'avais besoin de le transmettre. Et ce besoin de transmission, eh bien, c'est pour ça que je suis là. Donc, je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire que vous avez vécue. Si vous avez besoin que j'aille plus vite sur certaines thématiques, vous me le dites. Si vous avez besoin que je ralentisse, vous me le dites. Mais vraiment, là, je ne sais pas exactement quel public j'ai. Je ne sais pas si c'est des personnes qui n'y connaissent rien du tout. Je ne sais pas si j'ai des personnes qui connaissent quelque chose. Je ne sais pas si j'ai des personnes qui sont déjà en procédure ou pas, ou qui veulent juste avoir quelques infos. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller par étapes. En fait, je vais vous raconter toute l'histoire de ce qui se passe quand vous rencontrez un PN. Et ce que je vous raconte là, attention, j'ai un cabinet qui est spécialisé en droit de la famille, mais qui est quasiment spécialisé aussi en violence familiale, en violence intrafamiliale. Et ce que je vous raconte là, en fait, c'est des schémas répétitifs qui n'ont absolument rien d'original. C'est-à-dire que ce que je vois, moi, en tant qu'avocate, eh ben, je le vois tous les jours et je m'aperçois que ce qui m'est arrivé à moi personnellement n'a rien d'original et que c'est rien de plus qu'un phénomène de société dont on parle d'ailleurs. Il y a des bouquins qui s'appellent, il y a un ouvrage de Sarfati qui s'appelle Le pervers narcissique, la perversion narcissique, un phénomène de société. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui théorisent ça et qui expliquent, et il y avait encore un article du Figaro hier qui parlait de ça, que finalement, on vivait dans un monde de narcissisme et pourquoi notre société forgeait des narcissistes, un narcissisme aussi fort. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui est vécue par mes clients, l'histoire que j'ai vécue, et finalement, c'est ça que je trouve intéressant. Le conte de fées. Donc, vous allez commencer votre histoire d'amour par un conte de fées avec quelqu'un qui va avoir énormément de charisme. Sauf que c'est normal d'être dans une phase de séduction quand on rencontre quelqu'un. Là, on est à un autre niveau. On est à un niveau où on va abuser de la séduction. Pourquoi? Parce que cette séduction, elle va être tellement puissante, elle va être tellement intense que vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. J'ai rencontré la personne que j'attendais. À partir du moment où vous entrez dans une relation, où vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé, en somme, quelqu'un d'absolument parfait, et que la relation va très vite, et que, comment dire, au bout d'une semaine, on se dit je t'aime. Au bout de 3 mois, on commence à habiter ensemble. Au bout de 6 mois, on se marie. Au bout de 6 mois, parfois même au bout de 3 mois, parfois il y a un enfant déjà. Il y a l'épouse, la femme est enceinte. Donc, en fait, à partir du moment où tout va trop vite, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Une relation, ce que j'ai appris, c'est qu'une relation, ça se construit étape par étape. Et que la plupart du temps, quand le conte de fées est trop beau, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Attention, vous pouvez avoir des contes de fées qui se passent bien, mais ce qui se passe, c'est que systématiquement dans mes dossiers, j'ai un conte de fées au départ avec l'image d'un prince charmant qui est tellement puissante que, en fait, si je vous parle de ce conte de fées, c'est parce qu'il a été tellement puissant à la base, cette rencontre a été tellement exceptionnelle que finalement, vous êtes accroché tout au long de la relation à ce conte de fées. Et parce que vous avez cette image, vous avez d'autant plus de mal à quitter la personne. Alors, je précise tout de suite que je parle d'un PN, d'une PN, d'un individu PN, d'une personne PN. Homme ou femme, on est tous concernés. D'accord? Tout le monde peut être PN. Ne croyez pas que je pense que c'est réservé aux hommes ou aux femmes. Je le vois dans mes dossiers. Donc ça, c'est le premier point. Sachez que le PN a tellement besoin de séduire, c'en est viscéral, qui va être prêt à s'inventer une vie. Donc, vous allez potentiellement découvrir le poteau rose par la suite. Le poteau rose, les mensonges, vous pouvez potentiellement les détruire 10 ans ou 15 ans après. J'ai eu des dossiers où les personnes, le PN, en l'espèce, dans ce dossier, avait menti pendant 10 ou 15 ans sur le fait qu'il avait un emploi, alors qu'en fait, pendant toutes ces années, il était étudiant. Donc, il n'y a pas de limite dans le mensonge. En général, le mensonge, vous finissez toujours par le découvrir, mais vous n'allez pas forcément en découvrir la totalité. Ah oui, ce qu'ils font également souvent, c'est qu'ils vont vous faire croire qu'ils ont un travail extraordinaire, qu'ils ont une vie extraordinaire. Et la difficulté, c'est que vous allez voir quelqu'un que tout le monde apprécie, qui est génial, qui parfois gagne des sommes impressionnante, ou tout au moins qui va vous faire croire qu'il pourrait potentiellement gagner ces sommes astronomiques ou ces beaux salaires tout au moins.
et finalement, vous vivez dans le rêve de pouvoir en bénéficier. Donc, vous voyez d'ores et déjà que le mot que je vais initier, c'est le mot dépendance dont on va parler à plusieurs reprises. En fait, donc, tout ce qui est mis en place dans le conte de fées, donc là c'est le grand 1, tout ce qui est mis en place dans le conte de fées, c'est l'objectif, c'est de construire un personnage que vous ne pourrez qu'admirer par la suite. Pourquoi? Parce que s'il se sent adulé au fond de lui, et ben qu'est-ce qui se passe? Et bien son complexe d'infériorité vis-à-vis du monde qui va l'entourer va devenir moins fort et donc il va s'apaiser. Donc il fait, en fait c'est simple. Pour certains, la perversion narcissique, on va parler par la suite, c'est un mécanisme de défense et non pas une pathologie. Mais ça on y revient. Alors, donc vous avez rencontré cette personne, vous êtes en couple, on passe à la deuxième étape maintenant. C'est votre état émotionnel avant la rupture. Alors je vous parle pas forcément de l'état émotionnel pile avant la rupture. Bonjour Tanguy, bonjour Simone, je vois que vous venez nous rejoindre également. Est-ce que ça va mieux le son? Est-ce que vous pourriez me dire juste si c'est mieux le son ou si vous avez besoin que je rapproche ou que j'éloigne mon micro, vous me dites. Ok, super, merci. Merci Tanguy, merci Sarah. Donc, maintenant je vais vous parler de votre état émotionnel, de l'état émotionnel des victimes plusieurs années avant la rupture. Donc ça, vous le savez, vous allez l'entendre partout, vous allez avoir des hauts et des bas constants. Ce que vous savez peut-être moins, en fait, c'est que ces hauts et ces bas, l'objectif, c'est de mettre en place un mécanisme de récompense. Parce que dans votre tête, en fait, à chaque fois que vous allez avoir un shot d'amour, vous allez avoir un shot de dopamine. Et à chaque fois que vous allez avoir, une crise, vous allez avoir, je crois que c'est de la cortisone après qui doit être libérée. Et donc, vous allez alterner entre des hauts et des bas qui vont avoir des conséquences physiques, des conséquences sur les hormones qui sont libérées. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle des hormones ou pas, mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une dépendance qui est créée dans votre cerveau. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à partir après. C'est parce que votre cerveau, il vous joue des tours, vous êtes habitué à ce mécanisme et vous l'avez normalisé. Donc, plusieurs années avant la rupture, en fait, l'erreur que vous avez faite, c'est que vous avez laissé passer plein de choses. Vous avez subi des micro-agressions. Vous avez subi des petites humiliations qui vont en général crescendo. En général, ce qui se passe, c'est que bien avant la rupture, vous ne connaissez pas les revenus de monsieur ou madame. De plus, en général, il ou elle ne contribue pas aux charges du mariage, aux charges du ménage à proportion de ses revenus. Monsieur, madame, ne vous aidez pas pour les enfants, pour la maison, pour la cuisine, pour le ménage. Les enfants sont, tout ça, c'est des exemples que je vois dans mes dossiers. Les enfants sont par exemple inscrits à des cours d'éducation religieuse sans avoir votre accord. Ils sont inscrits à des cours de sport sans avoir votre accord. Le père ou la mère seront avec les enfants à une activité, mais il fait en sorte d'exclure l'autre parent dans le quotidien. Vos enfants, par exemple, si vous avez des enfants avec un PN, le PN fera en sorte que les enfants ne voient pas vos propres parents si c'est vous la victime. Ou par exemple, le PN va mettre en place des mécanismes dans lesquels il va aimer plus un enfant qu'un autre. Ce qu'il y a de traditionnel, c'est qu'il y a une forme de division qui est créée dans la famille. C'est lui, par exemple, qui va choisir systématiquement les vacances, les activités, les programmes télé, les investissements de la famille en vous disant « mais ça, c'est un bon choix, continue comme ça », sauf que vous n'aurez aucune information financière. En fait, peu à peu, vous allez vous conformer à ce qu'il ou elle attend de vous. Ce qui se passe, c'est que parce que vous ne reconnaissez plus, parce que peu à peu, vous n'allez plus savoir qui vous êtes, en fait, il va se passer un isolement croissant. Vous allez être isolé de votre famille, de vos amis, de travail, en général, également un éloignement géographique. Et à monsieur ou à madame, au PN, vous allez répéter sans cesse la même chose. Vous lui dites ce qui ne va pas. Il vous dit que c'est de votre faute. Il vous laisse dans le flou, dans l'ignorance. C'est-à-dire que c'est comme si vous parliez dans le vide, ça ne sert à rien. Vous, de l'autre côté, en tant que victime, vous avez besoin de comprendre. Donc, vous aimez votre couple, vous aimez la personne, vous êtes patient, vous êtes gentil, vous dites qu'il ou elle va changer. Vous exprimez des doutes, mais des doutes sur vous-même. Donc, vous réfléchissez sur vous-même. Vous en parlez autour de vous, mais ce que vous devez comprendre, c'est que les personnes autour de vous ne pourront pas vous éclairer à moins de connaître les mécanismes de violence conjugale. Vous savez qu'il y a, c'est un bouquin d'Irwayan sur le harcèlement familial, le harcèlement moral, qui vous explique que l'emprise dans le couple, c'est aussi puissant qu'une dérive sectaire. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand vous êtes dedans, eh bien, je vais en parler après, vous êtes vraiment sous emprise, vous êtes conditionné pour ne plus écouter
Le livre d'Irigoyen, ça s'appelle Harcèlement moral. Attendez, je vais vous l'écrire. Harcèlement moral. Alors, vous vérifiez l'orthographe au besoin. Irigoyen, il fait, je sais pas, 120 pages. Il est tout petit, il est écrit en gros, mais vraiment, je vous le conseille, il est vraiment top. C'est un des premiers bouquins qui a fait un carton sur cette thématique. Donc, dites-vous que vous allez commencer à en parler autour de vous, à vos amis, mais la plupart du temps, les amis, s'ils ne connaissent pas la problématique, ils ne pourront pas vous conseiller. Et en plus, les amis pourront d'autant moins vous conseiller qu'en fait, ils vont avoir cette image de l'homme ou de la femme parfaite en public, mais qui est un autre en privé. Et du coup, il y a un décalage qui se passe dans l'entourage. Ils disent, mais comment on peut quitter quelqu'un qui est aussi parfait? Est-ce que ça vous... Dites-moi en commentaire si c'est utile que je vous explique ça ou si vous voulez que j'avance davantage sur des questions plus techniques, plus juridiques. Vous me le dites en commentaire. Donc, la difficulté aussi, c'est que votre entourage ne prendra pour moi ces détails-là. Donc, c'est utile pour vous? Ça veut dire ou que c'est pas utile? Dites-moi en commentaire si vous avez besoin que j'avance plus vite ou pas. Oui, pour les éléments plus techniques. C'est exactement cela. Le visage parfait aux yeux de tous, personne ne comprend. C'est utile. Ok, donc je continue un petit peu, au moins sur ça. Donc, n'attendez pas de votre belle famille, par exemple, une quelconque compréhension. Ne vous confiez pas à la belle famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, la belle famille, la plupart du temps, il y a un des deux parents qui est pareil. Parce que, alors, c'est pas systématique, mais je le vois quand même très souvent dans mes dossiers. Et de toute façon, ça sert à rien parce que les parents, ils finissent dans 99% des cas toujours par choisir leurs enfants. Et qu'à un moment ou à un autre, il faudra accepter la rupture. Et la rupture avec la belle famille du PN, elle est d'une violence hors norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'existez plus. Vous n'êtes même plus une personne. C'est exactement ça qui va se passer. Tac, tac, tac. Vous avez du mal à tout exposer par Peter. Ah oui, vous avez une autre difficulté aussi quand vous êtes en relation avec une pervers narcissique ou un pervers narcissique. C'est qu'en fait, vous allez peu à peu ressentir un sentiment de honte, au moins de la pudeur, et vous allez vous trouver dans un état de confusion mentale. C'est-à-dire que vous allez être incapable de penser par vous-même parce qu'en fait, comme vous êtes tantôt blanc, tantôt noir, et que vous vous doutez, et qu'en plus vous avez envie de tout faire pour la relation, vous êtes totalement paumé dans votre tête. Et ça, c'est une grande difficulté parce que vous imaginez bien qu'en tant qu'avocat, moi, j'aime pas avoir des gens qui sont totalement perdus. Parce que des gens qui sont totalement perdus, ils ne vont pas comprendre l'utilité d'une procédure. Et je ne peux pas porter seule une procédure quand quelqu'un vient me voir. La procédure, je peux la porter qu'avec le soutien des clients, avec, comment dire, l'envie des clients également de se battre. On ne peut pas se battre pour obtenir des droits sans un travail d'équipe quand on est avocat. Alors, donc, là, aujourd'hui, vous êtes dans un état de confusion mentale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une fatigue qui arrive, donc une difficulté à penser, probablement également des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, des difficultés à se reposer. Vous êtes soit en dépression, soit aux prémices de la dépression. Ce qui se passe en fait avec le pervers narcissique, déjà dans un divorce, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte d'identité individuelle. Mais là, c'est encore pire, vous perdez totalement votre identité. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous perdez votre joie de vivre, vous avez l'impression d'être une mauvaise personne, vous vous effacez pour ne pas créer de conflit parce que votre problème, à la base, c'est que vous avez peur du conflit. Et c'est pour ça que la médiation est indispensable. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, allez faire une formation de médiation parce que vous allez apprendre à adopter une vision différente du conflit. Attendez, je lis juste les commentaires. Le plus dur, ce sont les enfants. Je vois qu'elle leur demande de me mentir et de me cacher sa nouvelle vie, sa relation. Ils ont peur de me parler car pas envie qu'on se dispute. Dur de ne jamais lui dire ce qu'on lui reproche car on veut garder la confiance des enfants. Alors, déjà, les enfants, ils finissent la plupart du temps par comprendre, mais c'est extrêmement délicat parce que, vous voyez, parfois, les personnes disent « oui, mais je vais pas dire du mal de l'autre ». Mais ça veut dire quoi, dire du mal de l'autre, en fait? Ça veut dire la vérité et en la montrant parce que ce qui se passe, quand vous arrivez pendant des périodes où vous ne dites jamais du mal de l'autre, vous laissez en quelque sorte l'autoroute libre pour l'autre personne. Et ce qui se passe, et je l'ai vu dans d'autres dossiers, c'est que en fait le lavage de cerveau a été tellement puissant de la part d'un des parents que de toute façon, même si des années après vous montrez les preuves en disant voilà ce qui s'est vraiment passé, je te montre les preuves,
l'enfant sous emprise est tellement sous emprise que de toute façon, il ne vous écoutera pas. Et moi, ce que je vois, et de manière régulière, c'est des situations dans lesquelles l'enfant est totalement coupé du parent victime. Mais vraiment, mais c'est une coupure totale, c'est irrattrapable. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez éviter ça, à mon sens, c'est vraiment en amont, mais c'est-à-dire au moment où vous n'êtes pas encore parti, au moment où vous commencez à comprendre ce qui se passe, qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que je fais la formation aujourd'hui. Conscientisation et confusion mentale, j'en suis là aujourd'hui. Très bien, je précise que le divorce sera acté dans 5 jours. Je rectifie toujours la vérité en systématique, ce qui permet aux enfants d'avoir leur propre avis, de prendre connaissance de ce qui est bien ou mal ou de réaliser des choses. Alors, si l'enfant est bébé et que vous êtes la victime, je vous le dis tout de suite, il faut partir le plus rapidement possible et éviter toute garde alternée avant les 6 ou 7 ans. Juste un point, mais ça peut être plus compliqué, donc on en parle, Sarah. Je veux juste faire un point tout de suite sur la notion de vérité. Les personnes me disent souvent, oui, j'ai envie que la vérité éclate au tribunal. Mais alors là, je leur dis, je les coupe et je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas compris du tout. La vérité, c'est quoi quand on n'est pas, comment dire, dans la sphère judiciaire? Quand on n'est pas dans la sphère judiciaire, la vérité, c'est la concordance entre une représentation mentale et la réalité. Donc, on a une concordance entre la réalité et ce qu'on se dit dans la tête. La vérité judiciaire, elle n'a rien à voir. La vérité judiciaire, c'est la concordance entre ce que vous voulez obtenir et les preuves que vous aurez communiquées. D'accord? Donc, c'est totalement différent. Ça veut dire que la vérité, en fait, comme vous l'entendez, on s'en moque. Nous, en tant qu'avocats, on n'a pas la même notion de vérité. Et parce qu'on n'a pas la même notion de vérité, toutes nos décisions par la suite vont être influencées par cette notion de vérité judiciaire. Donc, on ne parle pas de la même vérité quand vous parlez de votre vérité et nous, quand on parle de notre vérité. Ça, c'est important à comprendre. Mais c'est important de rectifier toujours la vérité. Fanny, je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, en fait, vous apprenez plus à votre enfant les notions du bien et du mal. Et le risque, et je l'ai vu dans des dossiers, et c'est pour ça que je sais que ça peut paraître délirant, mais le risque, quand on a un enfant qui est victime d'un parent pervers narcissique, et quand il y a des conflits de loyauté qui sont immenses, donc attention, rectifier la vérité, c'est pas un conflit de loyauté, hein, c'est pas la même chose. Mais quand on a des conflits de loyauté qui sont trop importants, qui sont exacerbés dans des dossiers, on a des enfants par la suite qui développent également des troubles de la personnalité narcissique, qui vont jusqu'à des personnalités schizophréniques, des enfants qui vont devenir en fait comme le parent pervers narcissique. Et c'est vraiment problématique parce que en fait, si les bonnes décisions avaient été mises en place, si la bonne stratégie judiciaire avait été mise en place, on n'en serait pas forcément arrivé là. Mais pour mettre en place la bonne stratégie, je vous le redis, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'arriver suffisamment en amont et en prenant un avocat. Je reviens juste sur un point. Quand vous en arrivez à être en relation avec un pervers narcissique, c'est que vous avez un problème avec la notion de conflit. Il faut que vous changiez votre appréhension de la notion de conflit. Le conflit, je le dis toujours et j'ai mis des années à le comprendre, c'est une chance. Pourquoi c'est une chance le conflit? Parce que ça vous donne l'occasion de définir qui vous êtes. Sauf que le problème, c'est qu'on considère souvent le conflit quand on est avec une personne qui, comment dire, a un trouble de la personnalité narcissique. On considère souvent le conflit comme un peu de manière manichéenne, un peu à la division bien et mal. C'est-à-dire le conflit, soit je gagne, soit je perds. Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Sauf que à partir du moment où vous concevez le conflit comme finalement une forme de combat, comme une forme d'écrasement, eh bien ça implique que vous abîmez le lien entre les personnes. C'est jamais agréable de prouver à quelqu'un qu'il a tort ou qu'il a tort. Vous l'écrasez. Alors que si vous concevez le conflit comme une manière de résoudre, d'avoir une meilleure communication, voire de trouver une solution, vous comprenez que cela va induire un apaisement en vous. Vous allez comprendre que parler, ça n'a pas pour but d'écraser. Parler, ça a pour but de bien communiquer. Si par exemple, vous avez un conflit sur comment communiquer, voilà, quand on communique, quand il y a un conflit, il vient me voir tout de suite et alors que moi je suis pas prêt ou prête pour discuter, eh bien, et que dans ces cas-là, le conflit monte très fort. Si vous apprenez dans votre couple, par exemple, à définir quels sont les moments où on peut discuter, comment discuter
et à poser des limites du style « je veux obtenir une réponse à ça de manière claire et nette », eh bien, vous aurez moins de problèmes dans vos relations. Et toutes les personnes qui sont victimes d'un PN, leur problème, c'est un rapport particulier à la notion de conflit. Alors, et si l'enfant est bébé, normalement pas de garde alternée, et si le JAF l'a imposé, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y avait un accord entre les parents ou que le JAF a pensé que c'était mieux pour l'intérêt de l'enfant, notamment parce qu'il y a une mère qui est absente ou une mère qui travaille trop ou une mère qui est instable psychologiquement et que du coup, en fait, le JAF l'impose dans ces conditions. Alors, aussi, je finis sur votre état émotionnel, c'est qu'en fait, dans votre état émotionnel, vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est quand vous vous donnez la responsabilité souvent de vouloir sauver le couple. Sauf que c'est pas votre responsabilité de sauver le couple, c'est pas votre responsabilité de sauver l'autre non plus. Votre responsabilité, c'est de faire votre maximum. Mais si votre travail, c'est, selon vous, de sauver le couple, vous êtes dans une relation toxique. Vous connaissez le fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est quand il y a un sauveur, quand il y a une victime et un bourreau. Dans notre société, vous regardez la société, vous regardez les conflits armés, vous regardez la politique, vous regardez les relations familiales, vous regardez les relations de couple, intrafamiliales, la plupart des couples entretiennent ces trois liens. Par exemple, il y a une victime qui va être dépendante financièrement et il y a un bourreau qui va lui donner tant d'argent. Puis après, le bourreau qui va accepter de donner 200 € pour aller faire des courses pour 10 personnes, je vous dis quelque chose d'absurde, sera ensuite gentil et prendra le rôle de sauveur pour, il y a des ballons, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça marche. Ensuite, il prendra le rôle de sauveur pour lui dire, tiens, je vais te donner 100 € et tu vas aller t'acheter, et tu vas aller faire les soldes pour t'acheter des habits. Et puis après, la victime va dire ensuite au bourreau, va lui dire en fait, t'es un enfoiré, tu nous prives, tu m'as dit d'arrêter de travailler et maintenant c'est de ta faute. Et donc en fait, vous vous apercevez que le couple, quand il y a une relation avec un pervers narcissique, est fondamentalement déséquilibré. À partir du moment où dans votre couple, vous entrez dans ce schéma, je vous conseille d'aller lire le bouquin. Comment sortir du... Je ne me souviens plus du titre exact, je l'ai lu il y a déjà pas mal de temps. Comment sortir du triangle classique de Karpman avec sauveur, bourreau, victime. Donc, je vous conseille d'aller lire ça parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que nombreuses sont les relations qui sont totalement toxiques où on entre dans ce schéma de couple et ça, c'est une catastrophe. Alors, aujourd'hui, donc, je me place dans votre état émotionnel où vous ne savez pas encore si vous êtes face à un PN, vous êtes dans le flou. Je voulais vous donner quelques conseils et ça, c'est probablement les conseils les plus importants que je puisse vous donner à ce stade-là de votre relation. Ne prenez pas de décision tant que vous n'y voyez pas clair. Ne dévoilez plus vos émotions. Il y a un moment, il faut arrêter de parler de soi. Parce que si vous n'arrêtez pas de dévoiler vos émotions, mais que vous voyez pour autant qu'il ne se passe rien, c'est que ça ne sert à rien. Mais même si vous n'avez pas compris, arrêtez de vous dévoiler et de dire qui vous êtes. Également, ce que je vous conseille, c'est d'identifier les schémas de communication. Je vous ai parlé du triangle de Karpman, mais essayez d'être en quelque sorte carré et quasiment de prendre une feuille et de dire voilà quel problème, quelle est la réponse qui m'est apportée. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, le kiff du PN, c'est de vous laisser dans le flou. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, la manipulation du discours est tellement démente. Vous êtes littéralement dans un état hypnotique, ce qui fait que la voix vous empêche notamment d'accéder à une pleine réflexion de votre part. En fait, je vous dis, vous êtes obligé vraiment d'être carré. Quel est le problème dans mon couple? Quelle est la solution proposée par monsieur ou par madame? Soyez très carré et vous faites des tableaux pour dire ça a avancé sur quoi. Et donc, l'une des erreurs également que vous faites, à mon sens, quand on est victime, c'est qu'en fait, que comme vous avez peur du conflit, vous avez peur d'exprimer vos besoins. Et là, c'est là que ça ne va pas dans votre tête. C'est qu'en fait, vous avez tellement la plupart du temps besoin d'amour que vous allez être prêt à renier votre personnalité, à renier qui vous êtes pour être sûr de ne pas aller en conflit et de ne pas perdre l'amour de l'autre. Dites-moi si ce que je vous dis, ça vous parle ou si vous avez l'impression que ça
Ok, Tanguy, top, merci. Bon, bah, je continue. Super, Catherine, merci. Donc, vous identifiez les schémas de communication et vous ne laissez, comment dire, pas la possibilité au PN, femme ou homme, de ne pas répondre à vos questions. Et là, vous allez voir que ça va être plus compliqué. Et attention, parce que à partir du moment, et là, vous voyez, on arrive à la troisième partie du cours, il y en a 5 ou 6, on arrive à la transition vers la prise de conscience. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à observer les schémas dysfonctionnels de communication, ça devient très compliqué. Parce que vous vous apercevez qu'en fait, finalement, votre couple ne pourra pas évoluer comme vous le souhaiteriez. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous ne prenez pas de décision, vous ne dévoilez pas vos émotions, vous identifiez les schémas de communication toxiques, vous restez dans l'observation et surtout, c'est le moment de commencer à identifier vos points de dépendance. En général, il y a une dépendance au minimum affective et en général, il y a également une dépendance financière, même il y a une dépendance sociale qui s'est créée la plupart du temps puisqu'il y a un isolement de la victime qui a été effectué peu à peu. Donc, il faut que vous identifiez vos points de dépendance sans vous juger. C'est pas grave d'être en dépendance. Il y a même des couples qui marchent très bien avec la dépendance sans qu'il y ait une relation toxique. Vous avez bien compris que ce que je vous explique là, c'est l'ensemble des indices que je vous donne, et on va les voir après de manière quasiment clinique par la suite, c'est l'ensemble des indices que je vais vous donner qui vous permettent d'identifier ce type de relation. Donc là, on va voir la troisième partie que j'ai appelée la transition vers la prise de conscience. Alors, la prise de conscience, en général, question pour plus tard, faites-vous une différence entre PN et narcissique tout court? Bien sûr, en fait, vous me laissez encore un peu de temps, je vais y venir en fait. La transition vers la prise de conscience. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, la prise de conscience, c'est une prise de trop. C'est un comportement inacceptable. C'est une dispute totalement injustifiée. C'est un silence qui n'a pas de sens. C'est un boudage qui dure des semaines pour vous punir, qui n'a aucun sens parce que vous n'avez rien fait de grave. Mais en fait, c'est quelque chose, quand je dis en fait, c'est la goutte d'eau qui fait qu'en général, vous venez me voir et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous prenez conscience également à ce moment-là de l'égocentrisme démesuré du PN. En fait, vous découvrez à quel point ils se sentent uniques, à quel point ils se sentent exceptionnels, à quel point ils méritent un traitement spécial selon eux. Et vous comprenez que le monde... je suis sur un suivi à cause du harcèlement incessant pour mon ex, c'est très dur. Maria, si vous voulez, après, on peut faire une séance de questions-réponses si vous avez besoin que j'y réponde avec plaisir. Donc, vous prenez conscience en fait de l'égocentrisme démesuré et surtout que non seulement ils ont un égocentrisme démesuré, mais ils ne reconnaissent pas la valeur des autres. C'est-à-dire que ils n'ont aucune limite pour exploiter les relations pour satisfaire leurs propres besoins. Et là, on arrive tout doucement sur la notion de pervers narcissique. Alors, donc vous êtes malheureux là, et moi, ce que je vous conseille, à partir du moment où vous commencez à être malheureux dans une relation, alors je ne vous parle pas d'événements isolés, hein, je ne sais pas, un décès, la perte d'un emploi, quelque chose que vous pensez pouvoir, comment dire, surmonter. Mais à partir du moment où vous êtes malheureux de manière chronique avec des hauts et des bas constants, vous pouvez aller en psychothérapie. De toute façon, sachez, d'ailleurs, un point, sachez que quand vous allez en psychothérapie et que vous êtes en couple, vous pouvez quasiment être sûr, à moins que ce soit des traumas d'enfance et encore, que la psychothérapie va entraîner une telle prise de conscience et de connaissance de soi-même qu'il y a un grand risque que vous preniez conscience des schémas toxiques du couple et que vous mettiez un terme au couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez aller en psychothérapie, vous allez prendre conscience de votre inconscient, vous allez prendre conscience de l'inconscient de l'autre personne avec qui vous êtes en couple et vous allez comprendre pourquoi ces deux inconscients se sont mis ensemble, c'est-à-dire pour se réparer et combler leurs propres carences, leurs propres failles, leurs propres traumatismes. Donc, quand vous comprenez que vous êtes en couple parce que vous aviez besoin de l'autre, eh bien là, c'est compliqué parce que si à partir du moment où vous n'avez plus besoin de l'autre, vous modifiez le schéma de couple et donc il y a un risque de rupture important. C'est pour ça que ce que je dis toujours dans mes vidéos, c'est s'il vous plaît,
si vous voulez éviter une rupture, la meilleure chose, il y a 2 choses à faire qui sont fondamentales. C'est 1, une très bonne conscience de soi-même, une très bonne connaissance de soi-même. Et 2, la mise en place de schémas de communication qui sont sains, c'est-à-dire techniques de communication non violente. Vous ne pouvez pas être en couple de manière saine si vous ne vous connaissez pas et si vous n'êtes pas capable de communiquer sainement. Et croyez-moi que, à la limite, le premier critère, on arrive à peu près à le trouver, mais la qualité de la communication, ça c'est encore un autre level d'être capable de communiquer de manière saine, parce que ne pensez jamais que dans une relation, il n'y en a qu'un seul qui est responsable de la rupture. Vous êtes 2 dans la relation, donc vous êtes 2 à être responsable de la rupture. Et oui, quand vous êtes victime d'un PN, vous êtes également responsable de la rupture. Parce qu'on entend partout, oui, c'est des victimes, c'est des victimes. Oui, ce sont des victimes, mais, comment dire, il y a une possibilité de prise de conscience pour que ça n'arrive plus. Donc, à partir du moment où on a compris, comment dire, à partir du moment où on a compris, eh ben, c'est une forme de responsabilité de mettre des choses en place pour s'en sortir. Et c'est pour ça que j'aime moins je pense qu'on est victime tant qu'on ne comprend pas, mais qu'après, quand on a compris, si on reste, bah, c'est que, c'est pas qu'on aime ça, mais c'est que au moins, on est moins victime, à mon sens, en tout cas, pendant toute la période où on essaie, pendant toute la période où on fait son maximum pour s'en sortir. Alors, 3 ans de psychothérapie, Tanguy, où j'ai pris conscience, donc 1 an en thérapie de couple. Alors, la thérapie de couple avec un PN, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Mais rien. Quand j'entends des avocats qui me disent « on a été en médiation, l'avocat leur a conseillé d'aller en thérapie de couple », ça ne sert à rien. La thérapie de couple pour un PN, c'est juste un moyen d'asseoir son emprise, de maintenir le lien, de maintenir la dépendance, de maintenir la manipulation. Ça ne sert à rien. J'ai supplié de me dire si ma conjointe était PN. Le psy ne voulait pas se prononcer, mais lui a proposé des séances perso pour parler de ses problèmes d'enfance. Pourquoi les psys ne peuvent pas avertir que l'autre est PN? Alors, sachez que moi, je conseille des psys et que les psys que je conseille à mes clients, j'ai des retours, comment dire, des clients qui me disent que c'était des PN et qu'il n'y avait pas de difficulté à comprendre ça. Après, je pense que là, la psy, elle était un petit peu plus gênée parce que c'était une thérapie de couple. Et puis, écoutez, il y a aussi des psys qui sont pas du tout formés à ça. Et puis, il y a aussi des psys, on va y venir, qui pensent que la perversion narcissique n'existe pas. Et que, d'ailleurs, ça n'existe pas d'un point de vue psychologique. Donc, ça, on va y revenir ensuite. Alors, oui, Tanguy, pourquoi les psychologues ne se prononcent pas? Alors, également, les psychologues ne se prononcent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une version des faits. Mais il y en a qui se prononcent. Mais je pense que c'est pour ça. J'ai fait la même chose, 1 an de thérapie également. Je suis partie aujourd'hui, mais avant, on a fait une thérapie familiale, mais cela n'a rien fait. Il a réussi à manipuler les psys, tout à fait. De mon côté, c'était un appel au secours. La thérapie de couple n'a servi à rien pour moi, je confirme, mais c'était avant de savoir que j'étais avec un manipulateur. Bah oui, en général, quand vous allez en thérapie de couple, c'est que vous n'avez pas compris que c'est un PN. Parce que si vous tombez sur des bons professionnels du droit ou des bons professionnels psy, ils vous diront, mais ça ne sert à rien d'y aller. Et vous voyez toute l'absurdité aujourd'hui des juridictions françaises devant le juge aux affaires familiales, tout au moins, c'est qu'on va vous conseiller des médiations avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Donc vous voyez le délire, c'est-à-dire que le propre de leur maladie, c'est de nier l'existence de l'autre, mais on va vous dire allez en médiation. Et donc il y a quelque chose de totalement absurde, c'est que on vit dans un monde où finalement on voudrait donner plus de responsabilités, plus d'individualité, plus de choix dans une décision de justice à des personnes, sauf que c'est comment dire, c'est éluder le fait que certaines personnes ne peuvent juste pas le faire pour des raisons médicales. Alors ça j'ai dit. Donc la prise de conscience en général pour tout le monde, elle vient avec des articles de journaux, avec des vidéos, avec des amis qui vous expliquent ce qu'ils ont compris de votre situation, qui vous racontent ce qu'ils ont vécu eux. Et voilà. Et il y a un autre, avant d'arriver encore à la fin de la prise de conscience, c'est qu'en fait, dans votre chemin, vous avez compris qu'il y avait un truc qui ne va pas. Et pour éviter le conflit, en général, quand vous avez fait une psychothérapie, c'est que vous donnez au PN ce dont il a besoin. Vous avez compris ce dont il a besoin pour se sentir bien. Vous avez compris combien son image était essentielle.
vous avez compris qu'il avait besoin d'être valorisé, qu'il avait besoin de se sentir admiré. Et en fait, ça devient un moment, un jeu psychologique pour vous. Et c'est totalement malsain. C'est que quand vous avez compris le décalage de prise de conscience de l'inconscient, eh ben, ça devient un jeu pour vous. Et quand ça devient un jeu, c'est totalement malsain et c'est vraiment le moment où il faut aller voir un avocat pour partir. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un avocat s'il n'y a pas de bien, d'accord, s'il n'y a pas d'enfant. Si vous êtes juste en concubinage, c'est pas nécessaire. Mais à partir du moment où vous êtes pacsé, où il y a des biens communs des enfants et mariés, n'en parlons pas, mais là, il faut aller voir un avocat tout de suite, même si vous pensez qu'il n'y a pas de difficulté juridique. Alors, la vraie question en garde alternée est comment on protège les enfants et qu'ils ne nous voient pas comme faibles ou mauvais car on est parti et que le PN leur dit que papa est le méchant. On vous avait dit qu'il fallait le dire avant, mais quand on est déjà parti et que le PN entretient cette image belle devant les enfants et que nous, on ne veut pas rentrer dans ce jeu avec les enfants. Alors, d'abord, moi, je vous dis, les enfants, ils captent. Le plus important à faire, à mon sens, avec les enfants, c'est de les recentrer sur les valeurs essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, est-ce que c'est d'acheter des cadeaux? Est-ce que l'amour, c'est de faire des surprises? C'est pas ça, l'amour. Donc ça, il faut leur expliquer. Est-ce que, à quel moment vous allez transmettre, comment dire, ces valeurs à vos enfants? Bah, les enfants, ils vont vous imiter. C'est-à-dire que si vous montrez à vos enfants que vous êtes capable de vous écouter, d'écouter vos émotions, si quand votre enfant fait une crise et que vous mettez en place toutes les techniques de communication non violente avec votre enfant, tout en montrant de la fermeté, parce que en fait, le risque, c'est que vous en fassiez un enfant roi, parce que vous avez tellement peur pour cet enfant qui va être dans les bras une semaine sur deux ou une semaine ou un week-end sur deux, peu importe, dans les bras de ce pervers narcissique, vous avez tellement peur que le risque, c'est d'en faire un PN parce que vous allez lui dire oui à tout. Sauf que de dire oui à tout à un enfant, vous l'avez compris, ce n'est pas bien. Donc, aider les enfants à développer leur regard critique, à repérer les incongruités entre ce qui est dit et ce qui est vraiment fait. C'est exactement ce que vous disiez, c'est rétablir la vérité. Mais attention, les enfants, ils vous sortent, comment dire, ils ont pris conscience. Vous voyez, par exemple, le grand jeu par exemple, des PN, c'est dans je ne sais pas combien de dossiers avec les enfants. Les séparations, ça commence par il ou elle garde les habits les plus beaux à chaque fois que vous les remettez et vous récupérez pas les habits des enfants. Ils vous disent ah bah si, je te l'ai rendu. Ça, c'est un petit classique. Mais les enfants, ils savent quelle est la vérité après. Et donc, en fait, ça les fait rire, les enfants. Et puis après, bah, vous habillez vos enfants n'importe comment quand vous les remettez chez le parent à PN parce que de toute façon, vous savez que vous n'allez pas les récupérer. Et en fait, le PN, il pense, en général, ils ont un rapport quand même très particulier à l'argent. Et ils essaient de toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire l'argent et les enfants. Et quand on en arrive aux enfants, c'est vraiment qu'ils en ont, comment dire, ils sont plus bactères. En fait, moi, je pense que ce qu'il faut faire avec les enfants, c'est de leur donner, de leur montrer énormément d'amour, parce que le PN est incapable d'aimer. Il ne s'aime même pas lui, ça j'en suis convaincue. Et donc, comme il ne s'aime même pas lui et qu'il a un problème d'amour-propre, si vous êtes capable de donner de l'amour à vos enfants, l'amour, ça se sent pas, ça s'invente pas. Les PN, ils sont tellement faux dans leur jeu, ils sont tellement faux dans leur manière de donner de l'amour que les enfants finissent par s'en apercevoir. Et même s'ils ne le comprennent pas quand ils ont 4 ans, 5 ans, 10 ans, à 30 ans, à 25 ans, c'est sûr qu'ils l'auront théorisé. Parce que la maturité qui est donnée à des enfants comment dire, la maturité qui est donnée par le parent victime à l'enfant qu'il a eu avec le pervers narcissique, elle est démente. Parce que pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique, il faut un tel recul, une telle, comment dire, acceptation, un tel stoïcisme, et en même temps une telle force que ces valeurs-là, à mon sens, sont déjà transmises à l'enfant. Parce que vous allez expliquer un jour à votre enfant qui va vous poser plein de questions. Mais pourquoi t'as quitté maman? Mais pourquoi t'as quitté papa? Et en fait, l'enfant, il y a un moment, il va pas cesser de poser des questions et vous allez être obligé de répondre. Mais toute la finesse, c'est de répondre sans attaquer le père ou la mère de manière frontale et en disant que ce que vous avez fait, c'est pour vous, c'est pour lui, parce que vous souhaitiez montrer un schéma de couple fonctionnel ou un schéma où les gens s'aiment, les parents s'aiment
profondément et voilà. Mais vous avez dit que si on leur expliquait dans X années, il serait un peu trop tard. Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, vous avez compris que je vous donnerai, malheureusement, et c'est peut-être l'avantage et l'inconvénient d'être avocat, c'est que je vous donnerai rarement un oui ou un non. Oui, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Parce qu'en fait, tous les cas sont différents et il y a des enfants qui vont avoir une maturité hors norme à 4 ans et il y en a d'autres qui vont être totalement immatures à 10 ans. Donc, je pense que c'est à vous, en tant que parent, de trouver l'équilibre de quand est-ce que je décide de leur parler ou pas. Je vois que ça passe très vite. J'essaie d'avancer encore juste un petit peu. Un rendez-vous à une heure. Ah, voilà. Ok. Là, donc, vous êtes en train de prendre conscience. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à prendre un rendez-vous avec un avocat en droit de la famille pour identifier les comportements manipulatoires. À ce stade-là, quand vous prenez ce premier rendez-vous, en général, vous n'êtes pas prêt à recevoir l'information. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des clients qui viennent me voir et les clients viennent me revoir ensuite 6 mois, 1 an, même parfois 2 ans après, parce que mon discours était tellement choquant qu'ils n'étaient pas aptes à recevoir l'information. Et je les comprends parce qu'à ce stade-là, ils sont en état de confusion mentale. Et ce que je vois également régulièrement, c'est des personnes, et ça je vais revenir après sur le choix de l'avocat, c'est des personnes qui finalement n'arrivaient pas en fait, qui étaient trop dans la réflexion au lieu d'être dans l'action. Je pense que le problème avec les pervers narcissiques, c'est que quand vous êtes victime d'un pervers narcissique, vous n'arrêtez pas de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Alors qu'à un moment, c'est très simple. Il faut prendre juste ses clics et ses claques et partir. Et je pense qu'on est dans une société qui incite trop à la réflexion, avec plein de lectures, avec plein de communication comme ce que je fais. Mais il y a un moment, il faut partir. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, donc là, c'était la troisième phase que je viens d'exposer. C'est la transition vers la prise de conscience. Juste quelques conseils sur cette phase. Il faut que vous intensifiez le suivi psychologique. Comme d'hab, vous ne dévoilez pas vos émotions, vous restez dans l'observation, vous ne discutez pas avec l'auteur. Vous travaillez à la disparition de vos points de dépendance. C'est-à-dire qu'avant, je vous ai dit, vous prenez conscience de vos points de dépendance. Là, maintenant, je vous dis, vous faites en sorte que les points de dépendance affective, financière, sociale, géographique, que toute dépendance, que tout isolement cesse. Et surtout, là, ce qui se passe, c'est que vous êtes potentiellement dans un état dépressif. Or, il ne faut pas abandonner vos enfants. Je vous le dis tout de suite, si vous abandonnez vos enfants, ce sera très compliqué de les récupérer. Je prends juste les questions que vous avez prises. Ma fille voulait que je parte tellement elle souffrait, mais je n'y arrivais pas. Oui, elle a 19 ans, elle m'en veut d'avoir connu cette souffrance. J'ai failli partir plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à m'imaginer la laisser seule avec son père. J'ai attendu qu'elle ait 18 ans et qu'elle soit partie de la maison pour partir. Bah oui, c'est dur. Vous imaginez jusqu'à... C'est quand même très long pour un enfant. Moi, en général, ce que je dis, c'est partez le plus tôt possible. Parce que de toute façon, mais c'est pas toujours le cas. Mais en fait, si vous pouvez supprimer les liens de dépendance financière en particulier, je vous conseille de partir assez vite. Mais si vous ne pouvez pas les supprimer, il faut d'abord que vous retrouviez une indépendance financière pour partir. Je signe mon divorce dans 5 jours. Je dois absolument partir. Est-ce possible d'avoir un call avec vous dans la semaine, 1 heure, pour évoquer mon divorce et la suite? Si oui, comment puis-je vous contacter et organiser cela dans la semaine? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mon site internet qui s'appelle Passis Lexis Family Law. Voilà, bah, attendez, je vais vous l'écrire. Passis Lexis familylaw.com. Et vous allez réserver un rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous soit avec mes équipes, soit avec moi. Et si vous prenez rendez-vous avec moi, en revanche, c'est possible que je sois contrainte de décaler le rendez-vous, sauf si par exemple, je crois que vous le prenez mardi, je suis pas mal dispo. Mais par exemple, demain, je suis dans le train toute la journée, je vais justement signer un divorce à Lyon, un gros divorce à Lyon. Ok, Sarah, j'ai lu pour la protéger car nous vivions des violences psychologiques intenses. J'ai eu beau expliquer cela aux avocates, elles n'ont jamais été à l'écoute, elles ont tout minimisé. Alors, dites-vous qu'aujourd'hui, les avocats sont... Merci à vous, Tanguy. Les avocats, beaucoup ne comprennent pas la violence de la manipulation, la violence de l'emprise. Vous ne pouvez pas en vouloir à des personnes qui... Moi, je vous ai dit, j'étais avocate en droit de la famille. Pendant des années, je n'ai rien compris aux violences familiales, alors que tous les jours, je faisais déjà des dossiers de violences familiales. C'est-à-dire que j'étais dans une analyse totalement superficielle de la situation et je n'avais pas compris
l'état émotionnel des personnes. Et c'est aussi parce que je l'ai vécu et parce que je m'en suis sortie, et très bien, que je sais que c'est possible et qu'on peut être très très down et aller très très haut ensuite si on travaille énormément. Personne ne peut comprendre si on l'a pas vécu. Alors je pense que si, vous voyez, je pense qu'il y a des médecins qui n'ont pas eu de cancer et qui peuvent pourtant être des très bons médecins, donc j'aime pas trop moi cette phrase. J'entends tous les jours des psys, quoi, les psys en tout cas que je recommande. Je sais pas s'ils l'ont vécu, mais je sais qu'ils accompagnent très bien mes clients et qu'ils sont satisfaits. Alors, quatrième partie de la formation, je l'ai appelée la prise de conscience, le moment de tous les dangers. Alors vraiment, j'ai bien choisi mes mots quand j'ai dit le moment de tous les dangers. Quand vous prenez conscience, c'est le moment de tous les dangers. Alors, le mot perversion narcissique, il est apparu en 1992 avec Paul Récamier, vous le savez probablement. Le pervers narcissique, selon Paul Récamier, c'est un terme que lui a utilisé, mais ce mot, cette expression n'existe pas dans le corps médical. Si vous allez voir un médecin psychiatre et que vous lui parlez de ça, la plupart du temps, ou un psychologue, il va vous dire non, ça n'existe pas. Paul Récamier, comment il définit la perversion narcissique? Il l'a défini de la manière suivante. Il dit que c'est le besoin et le plaisir prévalent de se faire valoir soi-même au détriment d'autrui. Pour lui, il y a deux mouvements opposés, mais inséparables, qui caractérisent le fonctionnement du pervers narcissique. D'une part, vous avez un réel besoin de plaire, je vous ai dit, c'est le pervers narcissique qui est séducteur. Et de l'autre côté, vous avez une blessure d'enfance du pervers narcissique qui est telle que pour se protéger, il a mis en place un mécanisme de défense inconscient. Et ce mécanisme de défense inconscient, c'est la négation d'autrui, c'est la négation de l'individualité d'autrui. Et cette négation de l'individualité d'autrui, je ne vous parle pas d'un égoïsme, d'accord? On n'est pas à ce stade-là. Cette négation de l'existence de l'autre, elle est tellement forte, elle est tellement intense qu'elle est pathologique, d'accord? Pathologique, ça vous fait penser en quoi? Ça vous fait penser à maladie mentale. Si je vous parle de maladie mentale, c'est pour vous faire prendre conscience, là, maintenant, que si, par exemple, j'avais oublié notre rendez-vous d'aujourd'hui parce que j'ai la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous m'auriez dit, Maître Kawashi, j'ai payé, bon, ok, vous avez payé, mais vous auriez lâché prise parce que vous étiez parfaitement conscient que, de toute façon, mon cerveau était tellement défaillant que j'allais oublier le rendez-vous. Ou si, par exemple, là, je pense, là, maintenant qu'il y a des extraterrestres en soucoupe volante qui vont venir me chercher au Jardin des Tuileries, je travaille à Paris, est-ce que vous allez essayer de me dire au moment où j'ai ma prise, je suis désolée, Maître Kawashi, là, les extraterrestres, ils vont pas venir vous chercher. Moi, à ce moment-là, je suis persuadée que les extraterrestres vont venir. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre avec ces exemples, qui, je ne sais pas s'ils sont absurdes ou pas, mais en tout cas, j'essaie de le faire comprendre de la manière suivante. J'essaie juste de vous faire prendre conscience. N'essayez pas de remettre, de faire revenir les PN à la raison. Ils ont une maladie mentale. Vous n'êtes pas médecin, ce n'est pas votre devoir de les sauver, ce n'est pas votre devoir de les soigner. Donc, vous lâchez prise. Si j'ai la maladie d'Alzheimer, vous n'allez pas me dire, Maître Kawashi, vous avez oublié le rendez-vous, vous avez oublié le rendez-vous. De toute façon, j'aurais oublié que vous m'avez dit que j'ai oublié le rendez-vous. D'accord? Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ou pas? Dites-le moi, parce que à mon sens, c'est une des choses les plus importantes qu'il y a à comprendre. Si vous avez compris que vous ne devez pas entrer dans un schéma pour montrer au PN qu'il a tort, eh bien, c'est la meilleure manière de gagner. Je vous remercie je viens de prendre rendez-vous à ce jeudi, parce que si possible, vous ne devez pas décaler. Si possible pour vous de ne pas me décaler. Alors, ce jeudi à 9h, je vous dirai merci pour cette vidéo. Oui, j'ai essayé de le soigner et de l'aider pendant des années. Ça ne sert à rien. Merci Tanguy d'avoir pris rendez-vous. Ça ne sert à rien de l'aider. D'accord? Ce n'est pas votre rôle. Et si vous essayez de l'aider, vous êtes dans le triangle de Karpman. Et si vous essayez de l'aider et que vous êtes le sauveur, vous êtes dans une relation toxique. Donc, ça ne sert à rien. Et je comprends que vous ayez essayé de l'aider. Parce qu'en fait, il y a toute une philosophie chrétienne, tout au moins parce que c'est celle que je connais, mais vous avez toute une philosophie chrétienne qui vous dit non, on ne se sépare pas. Quand on est marié devant Dieu. Quand on est en couple, on est là pour se soutenir. On est là pour se soutenir dans les moments difficiles. Et la question qu'on peut se poser de manière légitime, est-ce, une faute que de ne pas aider une personne qui a une maladie mentale, surtout si c'est son conjoint, son partenaire de vie, le père, la mère de ses enfants? Donc, en fait, je comprends les personnes qui essaient de les soigner.
Mais moi, je vous le dis qu'avec le recul, ça ne sert à rien et que ce sera une perte de temps. Alors, maintenant, vous avez compris que l'expression pervers narcissique est une expression qui n'existe pas d'un point de vue médical, mais en revanche, ce qui existe, c'est un trouble de la personnalité narcissique. Pour savoir si une personne a un trouble de la personnalité narcissique, en principe, il faut qu'elle ait 5 des éléments que je vais vous citer. Ces éléments-là, je ne les invente pas, c'est ce qu'on appelle le MSD pour les professionnels de santé, c'est-à-dire que c'est un manuel de médecine qui vous cite, comment dire, 5 des traits des personnes, tous les traits des personnalités narcissiques, et il faut qu'il y en ait au moins 5. Alors, je vous les explique. Sentiment constant de supériorité, un besoin d'admiration, un manque d'empathie. Ça, c'est le premier trait. Un besoin d'être admiré extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez calmer un PN, il suffit que vous lui donniez l'admiration dont il a besoin. Et donc, c'est ça qui est paradoxal avec les PN, et je vais vous l'expliquer. C'est que vous pouvez les manipuler d'une manière hyper facile. Quand vous avez compris ce dont ils ont besoin, comme c'est une pathologie, comme c'est clair, et bien dans ces cas-là, vous pouvez leur donner ce dont ils ont besoin pour apaiser le conflit. Et ça, c'est très important parce que eux, en revanche, ils ont 0 limite et on y vient pour aller au pénal. Donc, un sens exagéré et infondé de leur importance et de leur talent, mégalomanie. Une obsession de fantasmes de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour parfait illimité. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous dire « mais tu ne te rends pas compte à quel point les personnes nous admirent, à quel point on m'admire, à quel point je suis aimé, à quel point je suis intelligent ». Ils ont la conviction qu'ils sont spéciaux et uniques et qu'ils ne doivent s'associer qu'avec des personnes hors normes. Ils ont un besoin d'être admirés de manière inconditionnelle, la conviction de disposer de droits supérieurs aux autres, une exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs, un manque d'empathie. Alors ça, c'est hallucinant, le manque d'empathie. Quand ils ont de l'empathie, la plupart du temps, elle est seulement feinte. En tout cas, avec vous, je ne parle pas avec d'autres, mais avec leur objet narcissique, l'empathie, elle sera feinte. Une convoitise suscitée par les autres et le sentiment que les autres les envient, c'est ce que je vous ai dit avant, l'arrogance et la fierté. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Je vous dis juste que quels sont les traits et seul un psychologue ou un psychiatre pourra vous dire si une personne souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Alors, je vous ai dit que c'était le moment de tous les dangers. Pourquoi c'est le moment de tous les dangers? Parce que c'est le moment où arrive la décompensation narcissique. Et quand il y a une décompensation narcissique, et je vais vous expliquer ce que c'est le moment des risques juridiques et c'est le moment de l'intervention de l'avocat, en droit de la famille, en droit pénal. Sauf que moi, quand j'arrive à ce moment-là, je vous dis, c'est pas trop tard, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce que la plupart du temps, vous n'avez pas eu les bons réflexes, vous n'avez pas mis en place les bons réflexes. Alors, tout ce que vous décrivez est valable devant la justice. Comment prouver cela? Eh bien, comment prouver cela? Vous pouvez le prouver avec un discours qui sera cohérent dans le cadre d'une expertise. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais en fait, souvent, on dit toujours oui, en fait, il y a des degrés dans la perversion narcissique. Il y en a qui vont être très smart, des PN qui vont être hyper smart. Il y en a d'autres qui vont pas être très intelligents. Ceux qui ne sont pas hyper intelligents, ils vont se faire avoir par la justice. Ceux qui sont très intelligents, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais globalement, si vous préparez très bien votre expertise, si vous avez une connaissance de vous-même importante, si vous êtes capable de montrer la distance que vous avez prise au cours de votre relation après la séparation et depuis la séparation jusqu'au moment de l'expertise, vous pourrez arriver à le démontrer et si vous acceptez également de communiquer des éléments à l'expert psychiatre. Mais clairement, ce ne sera pas vous qui devez dire en justice, il est ou elle est pervers narcissique. Si vous faites ça, vous vous tuez, vous faites passer pour une folle ou un fou. Pourquoi? Parce que les magistrats, ils sont tellement habitués à entendre ça qu'ils n'ont plus envie d'entendre ça. Et en même temps, la meilleure chose à faire, c'est de décrire tous les schémas d'un trouble de la personnalité narcissique pour leur faire prendre conscience non seulement de la nécessité d'une expertise, mais également des éléments, comment dire, qui sont caractéristiques de ce trouble. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était le moment de tous les dangers? Parce que c'est le moment où vous allez les démasquer. Et si vous les démasquez et que le PN s'en aperçoit, il y a un effondrement pour le PN. L'effondrement, je ne vous parle pas d'un petit effondrement. L'effondrement, il peut être tellement fort, et je l'explique que ça peut aller clairement ensuite à un suicide. Donc,
Pourquoi cet effondrement? Parce qu'il perd son pouvoir. Il perd le jouet qu'il avait, qui pouvait le rassurer narcissiquement. Il devient imprévisible et dangereux. Et les comportements qu'on va avoir lors de la décompensation narcissique, c'est une agressivité, une paranoïa, une victimisation extrême, des projections accusatoires. C'est quand, par exemple, on est en train de supposer qu'on a un conflit tous les deux et que c'est moi la PN. Je suis en train de dire, c'est ta faute si la famille ne va plus, c'est ta faute si moi je te quitte. Tout ça, c'est parce que tu as été incapable de faire ça. Non, non. Que des accusations projectives. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, ils vont dire, mais t'arrêtes pas de manipuler les enfants, t'arrêtes pas de me calomnier. Bon, c'est des discours totalement délirants. Donc, on a la victimisation, les projections accusatoires, le gaslighting. Le gaslighting, c'est par exemple, là, s'il vous plaît, ce verre, il est de quelle couleur? Je suis désolée, j'ai un peu soif. Hein. Le verre, il est de quelle couleur? Vous pensez qu'il est bleu? Non, 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 il est vert, le bleu. Là, c'est moi la peine. Il est vert. Non, il est bleu, le vert, il est bleu. Il est bleu, le vert. Et donc, en fait, il va vous faire changer votre perception de la réalité. Et ça, c'est très dangereux parce que là, vous devenez totalement dingue. Vous ne savez plus s'il vous a dit quelque chose ou pas. Oui, j'ai essayé de soigner. Alors, tout ce que vous décrivez est valable. Comment prouver cela? Comment fait-on pour avoir cette expertise? Eh bien, il faut la demander et la justifier au tribunal par le biais d'un avocat parce que sinon, ce sera compliqué de l'obtenir. Mais j'ai quand même vu des clients dans le cadre de procédures autorité parentale qui arrivaient à l'obtenir. Mais clairement, si vous voulez être bien défendu, mais allez pas au pénal, quoi, allez pas devant le JAF ou au pénal sans un avocat quand vous êtes face à un PN. Mais c'est un désastre la plupart du temps. Mais vraiment. C'est dangereux pour les enfants, cette décompensation. Ben oui, c'est très dangereux là pour les enfants, la décompensation. Il y a un risque de chantage au suicide. Moi, j'ai vu des dossiers où il y a un des parents qui est PN et qui vient d'être démasqué. Ils sont en train d'aller dire aux enfants, je te dis au revoir, je te dis adieu, c'est la dernière fois que je te vois. Vous imaginez un gamin de 3 ans, 4 ans, 10 ans qui voit son père lui dire adieu ou sa mère lui dire adieu. Non, mais c'est du délire. C'est aussi une période de harcèlement, de contrôle, d'atteinte à la vie privée. C'est le moment où vous avez les petits, les mouchards sur les voitures, dans la maison, les caméras. Bon, on va vous contacter parce que là, c'est trop compliqué et on ne trouve pas d'avocat à la hauteur. C'est un énorme problème. Merci, merci. Vous savez, il y en a des avocats à la hauteur. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et voilà. Mais en tout cas, quand vous êtes dans cette période de gaslighting, ce que je vous conseille, c'est d'écrire. Vous prenez une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous prenez une application de notes pour noter ce qui s'est passé. Parce que ce qui va se passer par la suite, c'est que vous allez avoir des pertes de mémoire, des événements douloureux. Parce que vous allez être dans une période traumatique et que par la suite, vous irez voir un psy et que vous allez avoir des difficultés d'accès à cette mémoire traumatique, raison pour laquelle l'hypnose peut parfois être utile. Alors, lors de la décompensation narcissique, vous avez des comorbidités qui sont mises en place. Je vous en ai déjà parlé, c'est la dépression. Vous pouvez avoir des comportements à risque, que ce soit avec l'alcool, la cocaïne, les drogues de manière générale. Une paranoïa qui se met en place, ça c'est le grand classique, voire une psychose. Ça, j'en ai des dossiers avec des psychoses et ce n'est pas une blague. Vous êtes sur des dossiers qui sont délirants, ok? Vous pouvez avoir également une anorexie qui se met en place et des troubles délirants, je vous l'ai déjà dit. Les risques juridiques, concrètement, là on a parlé des risques médicaux, les risques juridiques. À ce moment-là, en droit de la famille, en droit pénal et devant le juge des enfants, c'est les 3 risques majeurs. En droit de la famille, ce qui va se passer, c'est que monsieur ou madame, le PN, va se mettre à dissimuler ses revenus. Il va diminuer ses revenus de manière artificielle. Il va y avoir une manipulation des enfants. Vous allez recevoir en tant que victime une pression pour quitter le domicile conjugal. Vous allez avoir des crises à répétition. Il ou elle va se victimiser. Il va vous couper les vivres si vous êtes en dépendance financière et que vous n'en êtes pas sorti. Vous, si vous êtes la victime, il y a un risque important, surtout pour les femmes, un risque d'hystérie, un risque de violence et que la situation se retourne contre vous parce que potentiellement, la personne, aura mis en place des caméras et elle n'hésitera pas à filmer. On va vous contacter. Non maître, c'est rare, c'est ça exactement. Merci. Donc, la difficulté, c'est que vous êtes à un stade où vous n'arrivez plus à gérer votre colère. Et quand vous n'arrivez plus à gérer votre colère, c'est là que la victime elle-même se retrouve au pénal. Vous imaginez la victime d'un PN qui a subi ça pendant 15 ans, pendant 20 ans, et c'est la victime
qui se retrouve au pénal en correctionnel et que je dois aller défendre parce qu'elle n'a pas compris ce qui se passait pendant toutes les années et que lors de la prise de conscience de ne pas avoir été aimée, la colère est tellement intense que c'est à ce moment-là que vous commettez des erreurs. Donc là, c'est vraiment un risque juridique qui est énorme. Le classique aussi, c'est des prétextes qui vont être trouvés par madame ou monsieur pour arrêter de payer, ou vous allez par exemple avoir une utilisation de l'épargne du couple. Alors ça, c'est le grand classique, ou des transferts de fonds. L'argent, je vous le dis tout de suite, vous n'allez plus le voir. Donc soit c'est vous qui faites les virements avant, et vous êtes honnête, vous ferez une liquidation, un partage par moitié-moitié, ou peu importe, ce qui est juste et adéquat juridiquement. Mais sinon, il faut que vous soyez smart, il faut que vous preniez l'argent avant qu'ils le prennent, parce que sinon, vous ne le reverrez plus, l'argent. Et donc ça, c'est absolument dément, parce que les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils qu'on ne donne pas lorsqu'on est face à une personne qui est pragmatique. Et donc, si vous n'avez pas compris que le client qui vient vous voir est victime d'un pervers narcissique, vous allez avoir des comportements, des discours d'avocat. On apaise les choses. Ah ben non, vous n'avez pas le droit de le faire. Non, non, non. Il y a un moment, il y a le droit et il y a le droit face à un pervers narcissique. Et donc, toute la difficulté, c'est d'être entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ah oui, le classique, c'est qu'ils n'hésitent pas à ne plus payer un remboursement, à s'inventer des maladies pour vous récupérer, à venir, voilà. Après, au pénal, donc vous avez le harcèlement qui se met en place. J'ai des dossiers également avec des simulations de violence. Et j'en ai pas qu'un seul. Ok, c'est pas comme si ça arrivait et que ça arrivait sur un dossier. J'ai régulièrement des dossiers de simulation de violence. C'est-à-dire que monsieur ou madame se frappent la tête, vont porter plainte en se faisant mal eux-mêmes, en allant faire constater les blessures, alors que j'ai la conviction que c'est la victime que je vais défendre par la suite. D'accord? Donc, vraiment, ce qu'on peut avoir également, donc bien sûr, c'est les violences verbales. Là, c'est le moment d'enregistrer. Des violences physiques, des atteintes à la vie privée, harcèlement, menaces de mort, abus de biens sociaux, abus de faiblesse, abus de confiance, le vol de papiers d'identité, ça c'est le grand classique. S'il vous plaît, les papiers d'identité des enfants, vous les prenez, vous les cachez, vous les sortez hors du domicile. Pareil pour vos papiers. C'est le moment de conserver tous vos papiers. D'accord? Les téléphones portables sont également volés. Ça arrive ou cassés pendant la nuit. Oh mince, ils tombent. Ah, ils sont tombés dans l'eau. Ah, c'est dommage. Donc, c'est le moment de conserver toutes les preuves. J'ai des clients qui me disent, il ou elle est venu en pleine nuit pour prendre mon téléphone, alors qu'il faisait désormais chambre séparée. Donc, vous arrêtez en fait, vous devez changer de mindset. Dans l'idéal, il faudrait rentrer dans leur tête, mais en général, quand vous êtes à ce stade-là, vous n'en êtes pas encore capable et c'est pour ça qu'il faut prendre un avocat. Et la difficulté également, je vous le dis tout de suite, c'est que eux, ils ont une quantité de train d'avance sur vous que vous n'imaginez même pas, parce que ce schéma mental, ils l'ont mis en place quand ils avaient 4 ans. 3-4 ans, et j'exagère pas en disant ça. Ils ont créé un faux self à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Et c'est parce qu'ils se croient tout puissants. Et donc, la seule manière de les contrer, c'est vraiment d'être bien accompagnés. Alors, vous avez pris conscience du caractère dangereux de la situation. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est d'anticiper et d'attaquer. C'est la dernière partie. N'attendez plus pour prendre un avocat. Comment vous devez choisir votre avocat? Alors, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est bien d'être avocat en droit de la famille. C'est bien d'avoir la technique pour faire une assignation, des conclusions, connaître le RPVA, les règles de compétence, c'est génial. Mais en fait, ça va vous servir à quoi de prendre un avocat en droit de la famille qui connaît la procédure par cœur, si en plus vous ne trouvez pas un avocat qui comprenne le fonctionnement psychique de la personne? Si vous prenez un avocat qui n'a pas compris le fonctionnement psychique de la personne en face de vous, ça ne sert à rien. Vous allez vraiment vous retrouver avec une défense très moyenne, voire catastrophique, et je le vois régulièrement dans des dossiers, avec des personnes qui viennent me voir ensuite et qui me disent « Ah, mais j'ai signé un divorce par consentement mutuel, mon avocate m'a dit que c'était mieux et on a mis en place une garde alternée, et comme, on était d'accord sur tout, et ben on a fait une déclaration sur l'honneur, mais j'ai eu 0 information financière, et c'était pas grave parce que moi, pour moi, le plus important, c'était la paix. » En revanche, ce qui se passe 2 ans après, eh ben, c'est que le papa ou la maman PN a mis en place une telle manipulation sur les enfants que la prise de conscience également intervient postérieurement à la séparation, parce que ça arrive parfois. Et bien là, c'est trop tard. Moi, quand vous arrivez à ce stade-là, je ne peux plus faire grand-chose.
Pour contacter un avocat, doit-on attendre d'avoir réglé la dépendance financière? Bah, globalement, oui. Et il est là le problème, c'est que en fait, vous devez devenir obsédé par l'argent. Cette obsession, c'est votre liberté en fait. Soit vous gagnez de l'argent pour vous payer un bon avocat, soit vous ne gagnez pas suffisamment d'argent et ce sera plus compliqué d'avoir une bonne défense. Et attention, il y a des avocats qui sont à l'aide juridictionnelle qui sont top. Il y a des avocats qui ne vont pas être chers et qui vont être top. Ça existe, mais c'est rare. C'est tout ce que je veux vous dire. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre l'aide juridictionnelle avec mon cabinet à Paris, c'est-à-dire que si je fais ça, alors que je suis quasiment une parallèle sur les Champs-Élysées, si je prends l'aide juridictionnelle, je ne peux plus manger à la fin du mois. C'est-à-dire que c'est des dossiers pour lesquels on va passer, je ne sais pas, 50 heures, 30 heures, et alors qu'on va être payé 800 € et que sur ces 800 €, eh ben, on va finalement récupérer 300 dans notre poche pour avoir travaillé à 50 heures sur un dossier, donc c'est pas possible. Donc, c'est quel budget d'abord? Alors ça, c'est une question, je vais y venir après. Donc, je vous donne les critères pour choisir votre avocat. Un avocat qui vous comprend la psychologie du client. Un avocat qui vous répond. Un avocat, vous devez avoir confiance dans votre jugement. Ça fait des années que vous n'avez pas eu confiance. Maintenant, il faut que vous écoutiez votre petite voix pour vous dire est-ce que cet avocat va comprendre mon dossier ou pas? J'ai payé 10 000 € pour un divorce amiable. Bah, franchement, ça dépend. Ça me paraît beaucoup pour un divorce amiable, mais ça dépend du divorce amiable parce que moi, j'ai des divorces amiables qui durent 3 ans avec aussi des dossiers à 200 millions d'euros, sans exagérer. Donc, ça dépend, ça veut rien dire. Quelle était la part de négociation, quels étaient les enjeux financiers, est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Sachez que les avocats travaillent de deux manières. Soit ils travaillent au forfait, c'est-à-dire c'est une somme fixe, soit ils travaillent au taux horaire. Le taux horaire en France, on va dire qu'il est entre 150 € à peu près hors taxe de l'heure et en droit de la famille, et il y en a qui sont à 1 000 € à Paris. La première consultation, la facture 1 200 €. La première consultation d'1 heure. Moi, je suis à 300 €, je suis une petite joueuse à côté d'eux, vous voyez. Un avocat doit toujours travailler également avec un tableau des diligences. Ce n'est pas concevable que votre avocat vous envoie une facture sans que vous sachiez d'où sort cette facture. Ok, il faut savoir ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, à quelle heure, pendant combien de temps, quel avocat l'a fait. Parce que sinon, ça veut dire que moi, je vais vous demander 3 000 € et j'aurai aucun compte à vous rendre sur ce qui a été fait. Il y a un moment, il faut être réaliste aussi. Pareil, demandez des délais à vos avocats. Quand je vois des clients qui viennent au cabinet et qui n'ont pas eu de projet d'assignation depuis 6 mois, même 3 mois, c'est du délire. D'accord? De manière classique, moi je vous dis par exemple comment on fonctionne dans notre cabinet. Après avoir signé la convention d'honoraires, on envoie, une fois qu'on a reçu les fonds, on envoie un tableau de demande de pièces au client. Et le tableau de demande de pièces, et ben, le client après il choisit en combien de temps il nous communique les éléments. Et nous ensuite, on va avoir besoin entre 2 semaines et 1 mois pour établir un projet d'assignation, un projet de saisine du tribunal. Donc, vous voyez que même nous, on a besoin de temps, mais plus d'1 mois, allez max, 1 mois et demi s'il y a des vacances ou ce genre de choses, c'est un délai normal. Au-delà, c'est que ça ne va pas du tout et qu'il faut que vous changiez d'avocat. Et croyez-moi, je le vois souvent, ça. L'autre difficulté à laquelle vous allez devoir faire face, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que vous allez être dans un tel état d'épuisement. Vous en avez marre de tout, vous êtes fatigué, non seulement que vous êtes harcelé par monsieur ou par madame, vous devez vous battre pour le travail, vous devez vous battre pour votre indépendance, vous avez les enfants qui vont pas bien, donc vous avez une telle pression sur vous qu'en plus, le gros risque, c'est que non seulement vous tombez sur un avocat mauvais, mais que même s'il est bon, de toute façon, vous n'allez plus avoir confiance dans votre avocat. Et je le comprends. Je comprends que vous n'ayez pas confiance dans votre avocat. Pourquoi? Parce que ce que vous allez comprendre, et je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué, c'est que vous attendez une vérité qui n'est pas la même pour nous. Vous avez votre vérité à vous, celle quasiment qui est divine. Moi, je vous parle de vérité judiciaire. Et donc, si non seulement vous n'avez pas les éléments de preuve, mais qu'en plus vous n'êtes pas compris par votre avocat, mais là, c'est la totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne dans votre séparation, dans votre reconstruction qui vous a compris, c'est quand même compliqué. Pardon, non, c'est ce que j'ai payé. Vous pensez qu'il faut automatiquement faire une assignation? Alors, ça dépend des dossiers. Moi, je pense qu'en fait, déjà, j'essaie systématiquement de faire un courrier amiable. De toute façon, c'est une obligation procédurale. Mais j'essaie également de faire une négociation, mais très courte. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de perdre du temps. Soit ils acceptent pas. Mais ne perdez pas votre temps parce que
La négociation qui, en principe, c'est génial, on sait trouver un accord parce qu'on est intelligent. La négociation, c'est qu'un moyen, excusez-moi, juste 30 secondes. En fait, la négociation, c'est qu'un moyen d'asseoir l'emprise, de maintenir le lien, de maintenir la dépendance. Dites-vous que, en fait, quand vous avez été en relation avec un PN, vous avez été sous hypnose, il y a eu une forme d'hypnose. L'hypnose, elle s'est faite par la voix. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez en médiation, quand vous vous retrouvez en négociation avec les avocats face au PN, vous avez votre cerveau qui va de nouveau disjoncter. Donc, ce n'est pas possible de mettre en place une négociation ou une médiation avec un PN. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que soit on négocie avec un ou deux courriers, mais on ne commence pas à s'échanger des courriers parce qu'en général, les négociations vont être délirantes. On fait un ou deux courriers, mais on ne facture pas aux clients des tentatives de négo. Et les avocats qui vous font ça, c'est soit parce que ils ont besoin d'argent, soit parce qu'ils n'ont pas compris le dossier, soit les deux. Ok? Mais nous, on négocie pas quand on a compris qu'en face, c'est un PN. Ça ne sert à rien. On assigne un point, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est tellement intelligent de faire ça, à mon sens, que supposons que le PN, supposons que je me trompe, c'est pas un PN en face, j'ai été totalement à côté de la plaque, ou mon client m'a raconté n'importe quoi, et que du coup, je m'aperçois que la réalité qu'il m'a communiquée est en fait plus compliquée que ça. Parce qu'il y a aussi un effet de mode à prendre en compte, qui est léger, mais qui peut quand même exister. Et ben, je peux très bien m'apercevoir en cours de procédure qu'une négociation est possible. Donc voilà. Alors, il ne reste que 14 minutes et j'ai plein de conseils à vous donner. Je finis juste rapidement sur les conseils de choix de l'avocat parce que, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Sachez que vous ne savez pas toujours quand une décision est bonne et quand une décision est mauvaise, et c'est ça qui est absurde. C'est que vous n'avez pas les armes pour savoir si c'est un bon avocat ou un mauvais avocat, et c'est pour ça que j'essaie de vous donner quelques éléments. N'attendez pas de votre avocat qu'il vous permette la reconnaissance de votre qualité de victime. La plupart du temps, vous n'aurez pas les preuves. Les magistrats s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'ils attendent pour prouver les violences. Et du coup, vous n'allez pas obtenir des dommages et intérêts ou de manière très rare et de toute façon ridicule. Donc, la reconstruction, elle ne passe pas par la justice. La reconstruction, elle passe par votre responsabilité. D'accord? Et ça, je vous ai parlé de la notion comment dire, de vérité. Alors, je vais vous donner une liste de conseils. Pensez, s'il vous plaît, à les noter parce qu'à mon sens, c'est très important. Les conseils juridiques pour préparer une procédure face à un PN sont les suivants. Donc, essayez d'obtenir des attestations de votre psychologue. N'informez jamais la partie adverse, c'est-à-dire votre époux, votre partenaire, que vous êtes dans une démarche, que vous allez voir un psy. D'ailleurs, en général, sachez que les PN ne supportent pas que vous alliez voir un psy parce qu'ils ont compris qu'en allant voir un psy, et c'est pour ça que souvent ils ne veulent pas que les enfants y aillent, ils ont compris qu'en allant voir un psy, eh ben, vous allez prendre conscience de la situation. Donc, conseil juridique, allez voir un psy et lui demander des attestations. Écrivez des messages à vos proches pour expliquer ce qui se passe, dire voilà ce qui s'est passé. Écrivez également des messages à monsieur ou à madame pour dire quand tu as fait ça, j'ai trouvé ça vraiment inadmissible. Et ça, vous pouvez commencer même 2 ans avant la rupture, même 3 ans avant la rupture, parce que le temps de l'acquisition financière peut être parfois très long. Commencez également un journal intime, je vous l'ai déjà plus ou moins dit, mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est un traumatisme, vous allez oublier ce que vous avez vécu. Et comme vous allez vous retrouver par la suite potentiellement avec des procédures pénales, le fait d'avoir commencé un journal intime, ça servira également de commencement de preuve. Vous pouvez également faire une main courante. Attention, quand vous allez faire une main courante, vous n'informez pas l'autre partie. Aujourd'hui, c'est très délicat d'aller déposer une main courante sans déposer plainte. Moi, je vous conseille d'aller déposer une main courante avant de déposer plainte pour dire voilà, j'ai le sentiment que ça ne va pas du tout, mon époux, ma femme ne supporte pas que je lui ai annoncé la rupture, j'ai très peur de ce qu'il pourrait être capable de faire. En plus, je sens qu'il a ou qu'elle a des problèmes psychologiques, j'ai peur qu'il me manipule pour faire ça. Donc, je vous conseille d'aller faire une main courante assez rapidement. Par la suite, l'idéal, c'est de faire un dépôt de plainte si vous avez des preuves des coups, des enregistrements, des violences.
Et là encore, vous n'informez pas la partie adverse que vous avez déposé plainte. Vous avez 80% de chance d'avoir un classement sans suite. Donc, autant vous dire que soit vous allez voir un avocat pour préparer votre plainte où vous avez des preuves béton, soit ça ne sert à rien d'y aller. D'accord ? C'est le moment également de placer des micros, des caméras pour avoir des preuves des insultes, des preuves des menaces, des preuves de l'atteinte à la vie privée et du harcèlement. Vous faites en sorte d'accéder au compte joint également, au compte bancaire, d'avoir les preuves de tous les éléments financiers. 6 mains courantes déposées et une main courante pour classer sans suite. Mais oui, je ne suis pas surprise, c'est toujours comme ça, vous pouvez en avoir 10, hein, il ne se passera rien. C'est pour ça, soit vous allez voir un avocat qui va vous cadrer et pas après les faits, pas trop longtemps après les faits, parce que sinon vous perdez aussi en crédibilité. Donc, vous gardez des preuves, vous savez, les sites administratifs comme la CAF, les impôts, souvent, c'est eux qui ont les informations. C'est le moment de récupérer les informations. Vous conservez les papiers des enfants, les livrets de famille. Vous ne lui donnez plus le livret de famille et les papiers des enfants, à elle ou à lui, à cet individu-là. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, vous ne donnez pas ces informations. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà vu des enfants qui arrivent à partir à l'étranger en déclarant avoir, qui arrivent à partir à l'étranger parce que le PN a pris les papiers. Donc, ne donnez pas les papiers d'identité tant qu'il n'y a pas une décision de justice, parce que tant qu'il n'y a pas de décision de justice concernant les enfants, chacun a exactement les mêmes droits. Il faut demander par écrit à monsieur ou à madame de quitter le domicile conjugal. Il faut lui demander par écrit de payer, de contribuer aux charges du mariage. Moi, ce que je vous conseille également, c'est de faire un constat d'huissier pour constater les meubles blancs et l'état de la maison. J'ai vu des dossiers avec des PN qui détruisent littéralement la maison. Mais des trucs démons. Où ils prennent tous les meubles et ils partent. L'appartement est totalement vidé. Vous ne retrouvez plus vos fringues. Vous ne trouvez plus, sans compter les meubles. Vous n'avez plus rien. Tout a disparu. Donc, s'il vous plaît, allez prendre un huissier pour faire constater tout ça. Je vous conseille également d'aller à l'école des enfants pour informer de la séparation. Vous n'informez pas l'autre parent de la prise de ce rendez-vous. Si le harcèlement s'intensifie, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de voir si c'est possible de déposer plainte. Mais c'est également de le couper au téléphone, de le couper sur vos messages, de le couper sur WhatsApp et de créer une adresse mail qui est que pour les communications avec l'autre parent. Et je vous conseille ensuite de garder des preuves du maintien des échanges téléphoniques entre le parent pervers et l'enfant. Je vous conseille d'aller voir également un pédiatre pour l'informer de la séparation, de penser à demander l'adresse mail de la pédiatre pour essayer de communiquer avec elle, essayer d'avoir une préconstitution de preuves. Je vous conseille également d'accompagner les enfants aux activités extrascolaires en dehors de l'école et de garder des preuves de cet accompagnement. Je vous conseille de coucher les enfants, de les laver, de jouer avec eux, de commencer à faire toutes les activités également scolaires, de vous intéresser bien aux devoirs, parce qu'il faut que vous prouviez au juge que vous pouvez vous occuper des enfants, que vous pourrez obtenir la garde par la suite. Éventuellement, si vous pouvez également être parent d'élèves, attention, je l'ai vu dans plusieurs dossiers, si vous ne faites pas de constat d'huissier avec les enfants, vous traumatisez les enfants. Et en plus, le tribunal va vous dire, mais le parent, là, il est totalement dingue, il fait venir les huissiers pour faire constater quelque chose, c'est délirant. Ne filmez pas les enfants, puisque de toute façon, moi, je vous dirais la plupart du temps de ne pas communiquer la preuve. Sauf, bien entendu, violence physique, violence insulte, bien entendu, ça peut être utile, ou autre élément. Par exemple, j'avais un dossier où il y avait une maman qui était catholique et un père qui était musulman. Et tous les soirs, les enfants s'endormissaient avec les sourates. Donc, vous voyez là, ces vidéos, je les ai produites parce que il y avait un désaccord total sur la religion et donc il fallait mettre un terme à ces désaccords. Je vous conseille également, s'il y a des enfants, de mettre en place des appels téléphoniques fixes, c'est-à-dire par exemple une fois par semaine, et surtout de ne pas dire aux parents, à l'enfant, de couper les liens avec l'autre parent parce que ça va se retourner contre vous par la suite. Ça, je vous l'ai dit déjà, n'essayez pas de parler à la famille ou aux amis, c'est une perte de temps. Et à un moment, si lui ou elle refuse de quitter le domicile conjugal, vous devez vous poser la question et éventuellement avec votre avocat, prendre la décision ou non de quitter le domicile conjugal. Parce qu'il y a un moment, le plus important, c'est pas de commettre une faute en quittant le domicile conjugal dans le cadre d'un divorce. Le plus important, c'est de vous protéger et de protéger les enfants. Vous ne pourrez pas protéger parfois les enfants en étant à la maison. Et j'ai des dossiers où
on n'est pas loin des féminicides, des homicides. D'accord? Donc, à un moment, on s'en moque de la faute. Le plus important, c'est de protéger votre vie. Juste quelques éléments sur le vocabulaire. Alors, d'abord, il nous reste que 5 minutes. Est-ce que vous voulez en profiter pour me poser des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous auriez besoin que j'apporte? Là, j'allais un petit peu, vous savez, aborder le vocabulaire juridique du style assignation en divorce, requête en fixation de l'autorité parentale, procédure à bref délai, ordonnance de protection, interdiction d'entrer en contact, interdiction de sortie du territoire, le fait de comment vous comporter par écrit avec le pervers narcissique. Moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de ne pas entrer dans le débat. C'est-à-dire que souvent, ils vont avoir 20 lignes où vous allez recevoir des accusations, vous n'aurez pas de réponse à vos questions, vous ne pourrez rien organiser de toute façon. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas entrer dans le débat. Vous ne répondez même plus. Ou sinon, vous répondez un smiley avec « stop harcèlement ». Vous répondez un smiley avec, vous savez, le nez de Pinocchio. Ou vous répondez à un smiley, une phrase du style ta préconstitution de proche, je te remercie de la garder pour toi. Donc, en fait, je vous conseille vraiment de ne pas entrer dans le débat parce que si y a quelqu'un aujourd'hui qui ose me dire que j'ai les cheveux jaunes aujourd'hui, je ne vais pas passer 10 minutes à me justifier sur le fait que mes cheveux ne sont pas jaunes. Donc, si vous entrez dans le débat, c'est que vous donnez de l'importance à ce qu'il est en train de dire. Vous allez pas, je ne vais pas me justifier du fait que j'ai pas les cheveux jaunes. La liste de conseils permet d'éviter la garde. Attends, la liste de conseils permet permet d'éviter la garde alternée. Ici, garde élargie pour le moment, ce sont des mesures provisoires. Je veux absolument éviter la garde alternée. Alors déjà, si vous avez une garde élargie et que ça se passe bien, ça va probablement se transformer en garde alternée. Pour éviter la garde alternée, il faudrait vraiment le faire de manière smart. Je ne connais pas assez votre dossier. Déjà, mettre les enfants chez le psy, c'est la moindre des choses. Mais attention, vous savez, vous dites souvent, je vais éviter la garde alternée. Alors, c'est clair que le mieux, c'est d'éviter la garde alternée. Ça, c'est le top du top. Après, je pense que c'est moins grave d'avoir une garde alternée à 8 ans, à 10 ans, que de l'avoir à 6 mois, parce que la notion de bien, la notion de mal, en général, elle est mise en place vers les 4-5 ans de l'enfant. Et si cette étape fait défaut, c'est là que vous allez en refaire un pervers narcissique par la suite. Alors, je n'ai pas trop compris à quel moment on peut quitter le domicile conjugal sans être en faute. Alors, déjà, quand vous pouvez quitter le domicile conjugal quand vous voulez, quand vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, vous avez le droit de le quitter que si vous avez des preuves des fautes commises par votre conjoint. Moi, je ne vous conseille pas, quand vous êtes dans une situation de violence, malheureusement, de demeurer au domicile conjugal, parce que c'est de toute façon le fait de quitter le domicile conjugal est quasiment dépourvu d'incidence. Et même si vous avez un divorce pour faute, votre intégrité psychique est selon moi plus importante, et la protection de vos enfants, elle est plus importante que le prononcé d'un divorce pour faute. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et surtout, comment dire, quand vous demeurez au domicile conjugal, il y a plus de chances de mise en place d'une garde alternée que quand vous partez avec les enfants, par exemple, et que vous êtes une mère ou un père. Mais si vous êtes un père et que vous partez avec les enfants et que vous n'avez pas de preuve des violences commises par la mère, alors là, c'est super dangereux. Alors, départ du domicile conjugal pour violence, le JAF n'a pas pris cela en compte. Bébé de 23 mois, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Mais ça, c'est parfait. Ça, c'est une décision parfaite. Un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, c'est vraiment très bien. J'espère que vous n'avez pas fait un partage par quinzaine pendant les vacances scolaires. Catherine, nous ne sommes pas mariés. Je suis partie sans rien dire, en prenant juste mes affaires. On est en indivision. Il a tout fait pour faire traîner la séparation. Bah, classique. Il y en a même qui sont juste en concubinage ou partenaires pacsés et qui n'arrivent pas à liquider les biens en indivision. On est obligé d'aller faire ce qu'on appelle une assignation en liquidation d'indivision parce que il n'y a pas d'accord sur le prix, il n'y a pas de communication des documents transmis, le pervers narcissique ne se rend à aucun rendez-vous chez le notaire, donc de toute façon ça traîne. Et puis après, vous avez des procédures devant le JAF pour la liquidation des intérêts patrimoniaux, mais il y a des renvois successifs, des demandes d'expertise, une absence de communication de preuves. Et donc, vous voyez que quand on arrive là, c'est juste que les personnes, elles ont été mal conseillées à la base parce qu'il fallait montrer les dents, il fallait montrer les pros à la base quand on était avocat. Et il fallait pas être dans une démarche d'ouverture, il fallait juste être, comment dire, je suis désolée, là je m'énerve, c'est l'avocate qui parle, fallait juste aller au combat, malheureusement, ou heureusement, c'est aussi notre travail. Vous conseillez donc de faire l'assignation, ça dépend. Par exemple, si vous avez obtenu
en pratique la résidence de l'enfant et que le père se désintéresse de l'enfant, ça peut être une bonne chose de ne pas assigner, d'être plutôt en défense. Ne pensez pas que le fait d'être en demande, c'est forcément un atout pour une procédure. Moi, j'adore, face au PN, être en défense parce que ça les rend dingues. La déstabilisation, elle est beaucoup plus forte que quand on est en demande au tribunal. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Je peux pas vous donner, comment dire, je peux vous donner que des pistes à droite, à gauche pour avoir, mais de décider ce que je vais faire dossier par dossier sans avoir parlé clairement avec la personne au moins une demi-heure, 45 minutes. Je peux même pas vous conseiller comme ça. En général, les premiers entretiens clients, je le dis, donc c'est des premiers entretiens qui durent au moins 1 heure, ils sont payants parce qu'en fait, j'ai besoin d'écouter la personne, pareil pour mes équipes, pour savoir ce qu'on va conseiller. Les personnes voudraient savoir, parfois voudraient avoir une réponse en 10 minutes ou 15 minutes au téléphone, mais en fait, je peux pas. J'ai pas, la situation est trop complexe et j'ai besoin de beaucoup plus comprendre pour dire, OK, il faut s'orienter là. Et sachant que la difficulté encore plus également de l'avocat, c'est que vous allez venir à un moment donné en me disant, et je vais vous dire, oui, il faut faire ça à un moment donné, sauf que c'est possible également que ça évolue. Et toute la difficulté en tant qu'avocat, et pour vous, n'en parlons pas, c'est d'évoluer avec cette incertitude, c'est d'évoluer avec des stratégies qui vont être mises en place de la part de la partie adverse. Donc, c'est un petit peu délicat. Est-ce que notre avocat doit vivre dans la même ville, région que nous? Pas du tout. Vous pouvez choisir un avocat dans n'importe quelle ville. Nous, d'ailleurs, on se déplace dans toute la France. L'ensemble du cabinet se déplace dans toute la France. Et c'est ce que je dis aux clients. En fait, si vous trouvez un avocat qui est bon, mais prenez-le, arrêtez. Et si vous en avez, vous voyez, il vaut mieux payer parfois, comment dire, un déplacement en plus, plutôt que de prendre un avocat qui ne sera pas bon. Nous, on va régulièrement plaider au dom-tom, parce qu'il y a des vrais problèmes au dom-tom des avocats, en tout cas de ce qui n'est exposé. Je ne connais pas forcément voilà, de manière générale des chiffres, mais moi, c'est ce que je conseille, c'est si vous trouvez un avocat qui vous plaît, gardez-le. Et si vous sentez que ça ne va pas, vous en allez voir un autre. Et ne vous précipitez pas dans les prises de décision. Bon, j'espère que ça vous a été utile. Je vais vous envoyer. N'hésitez pas à me contacter du coup sur mon site si vous avez des questions. Et écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour ma première masterclass défense PN. Et prenez soin de vous. Et je vous souhaite un bon dimanche soir. Bye bye, ciao, ciao.